Mesdames et messieurs, c'est évidemment très émouvant de vous voir si nombreux. Il ne faut pas oublier que pendant 3 ans, nous n'avons pas pu faire cette cérémonie et je suis particulièrement heureux qu'on puisse la refaire aujourd'hui et surtout parce que c'était, je dirais, une chose qui nous manquait tous, parce que ce drame et cette, je dirais, cette force qu'il y avait dans ce soulèvement de Varsovie était quelque chose qui, je dois dire, vous amène à une admiration absolument énorme du courage de tous ces jeunes gens. Alors, le maître de cérémonie, je crois que c'est mon ami Monsieur Heilbronn, François Heilbronn, et je vais lui passer la parole en vous remerciant une fois de plus d'être ici pour cette importante cérémonie. À toi. Merci Éric de Rothschild pour ces mots d'accueil. Effectivement, nous n'étions pas sur ce parvis, dans ce dispositif, depuis 4 ans, et ça nous a manqué pour honorer les Juifs de France déportés de 1942 à 1944. Mon nom est François Heilbronn, je suis le vice-président du Mémorial de la Shoah et je vais être votre maître de cérémonie et introduire cette cérémonie, cette lecture qui va durer 24 heures sans discontinuer des noms des Juifs déportés de France. Mesdames et messieurs les anciens déportés, mesdames et messieurs les résistants, mesdames et messieurs les orphelins de la Shoah et les enfants cachés, madame la présidente de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, monsieur le ministre délégué au transport, madame la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, messieurs les anciens premiers ministres, madame la secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, madame la maire de Paris, mesdames et messieurs les ambassadeurs des États-Unis, d'Israël, d'Allemagne et de Pologne, madame l'ambassadrice de France pour les droits de l'homme, mesdames et messieurs les députés, les sénateurs français et les députés français comme européens, mesdames et messieurs les maires, monsieur le recteur de l'Académie de Paris, monsieur le préfet représentant le préfet de police de Paris, madame la procureure de la République de Paris, madame la déléguée interministérielle en charge de la DILCRA, monsieur le directeur de Sciences Po, monseigneur l'archevêque de Paris, monsieur le grand rabbin de France, monsieur le pasteur président de la Fédération protestante de France, monsieur le président de la Fondation de l'Islam de France, monsieur le président de Yad Unum, messieurs les grands rabbins, mesdames et messieurs les représentants des cultes, monsieur le président du Mémorial de la Shoah, messieurs les présidents du Consistoire central et de Paris, messieurs les coprésidents de Judaïsme en mouvement, monsieur le président du CRIF, madame la présidente du Musée d'art et d'histoire du judaïsme, monsieur le directeur général de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, monsieur le président de l'association Ibuka à la mémoire des Tutsis, mesdames et messieurs les présidents d'associations d'anciens déportés, d'anciens combattants et de victimes de génocide, mesdames et messieurs les présidents d'associations antiracistes, anti-antisémites, de l'amitié judéo-chrétienne et d'associations pour la mémoire, mesdames et messieurs les présidents de fondations et d'associations, monsieur et madame Serge Klarsfeld et les fils et filles des déportés juifs de France, chers enfants du Talmud Torah de judaïsme en mouvement, chers amis. En ce jour de Yom HaShoah, le jour choisi par l'État d'Israël pour commémorer les martyrs juifs du génocide, mais aussi les héros de la résistance juive, nous sommes tous réunis au Mémorial de la Shoah pour lire un à un les noms des Juifs déportés de France, ainsi que ceux morts en captivité ou assassinés en France entre 1941 et 1944. Cette lecture des noms des déportés juifs de France dure 24 heures. Et pendant 24 heures, nous lisons un à un les noms de celles et ceux qui, comme nous l'a toujours rappelé Simone Veil, il ne reste que le nom. En 24 heures, nous ne pouvons lire les plus de 75 000 noms des Juifs déportés de France. Cette année, nous en lirons 31 118, dont ceux
de 40 042 enfants de moins de 18 ans. Pour poursuivre notre lecture interrompue l'année dernière à la fin du convoi numéro 73, nous reprendrons la lecture des noms des convois 74 à 21, mais aussi ceux des Juifs assassinés en France, des listes 90 et 91. Pour cette cérémonie inaugurale de cette lecture, nous lirons tous ensemble, sans ordre protocolaire, les 1200 noms, dont 191 enfants, du convoi numéro 74 parti de la gare de Bobigny, il y a près de 79 ans, le 20 mai 1944. Dans ce convoi, il y avait de nombreuses mères avec leurs enfants. Je souhaiterais citer, grâce au travail remarquable de Serge Klarsfeld, quelques noms. Allègre Punski, âgée de 31 ans, avec ses 4 enfants, Esther, 9 ans, Berthe, 7 ans, René, 5 ans et Jacqueline, 2 ans. Elisabeth Friedman, 41 ans, et son bébé de 2 mois, Eliane. Il y avait aussi des jumeaux âgés de 2 ans, sans parents, José et Carlos Rodriguez, nés dans le camp de Gurs. Il y avait également dans ce convoi une très grande résistante, que beaucoup d'entre vous ont connue, Odette Abadi, née Rosenstock. Avec celui qu'elle épousera après la guerre, Moussa Abadi, elle créera à Nice le réseau Marcel, qui sauvera 527 enfants juifs entre 1943 et 1945, avec l'aide de l'évêque de Nice, Monseigneur Paul Raymond, juste parmi les nations, et oncle du grand historien, ancien président de Sciences Po, René Raymond. Odette, médecin engagé dans l'aide à l'enfance et au sauvetage, est arrêtée le 25 avril 1944 à Nice. Torturée par la Gestapo, elle ne relèvera rien des activités du réseau. Elle est transférée à Drancy et déportée par le convoi 74, celui que nous lirons ce soir. Elle a survécu à Auschwitz puis à Bergen-Belsen. Dans ses mémoires, que j'aimerais vous citer, elle décrivit l'arrivée du convoi 74, donc celui que nous lirons ce soir, le 23 mai à Birkenau. Le 3e soir, nous nous arrêtons, mais on attend l'aube pour nous faire descendre. Si Birkenau, l'avant-poste d'Auschwitz, notre train semble perdu dans la nuit. Rompant le silence, on distingue des bruits étranges, inquiétants, des sonneries, des appels lointains, des aboiements de chiens sauvages, une rumeur. Déjà, nous n'osons plus espérer. Les enfants se taisent, serrés les uns contre les autres. La radio anglaise avait parlé de transports entièrement gazés à leur arrivée. Je souhaiterais aussi ce soir évoquer 2 anniversaires à venir des 80 ans de la résistance juive en France et en Pologne. Le 28 avril, dans 11 jours très exactement, nous commemorerons avec Éric de Rothschild et l'ensemble de la direction du mémorial à Grenoble les 80 ans de la création du Centre de documentation juive contemporaine, ancêtre du mémorial de la Shoah. À l'initiative d'Isaac Schneerson, 40 représentants de la résistance juive se réunirent le 28 avril 1943, soit il y a 80 ans, presque jour pour jour, pour décider de rassembler les preuves du crime en marche pour obtenir justice et réparation. Dans le texte fondateur de ce centre d'archives, ancêtre du mémorial de la Shoah, ils écrivirent « Nous voulons avant toute chose écrire le grand livre du martyrologue du judaïsme de France. Grâce à ces héros visionnaires, nous nous tenons devant vous ce soir, sur le parvis du mémorial qu'ils ont bâti ici même, il y a 70 ans, le premier mémorial de la Shoah créé au monde. » Un autre anniversaire qu'a évoqué Éric de Rothschild. En avril 1943, aussi, à l'aube du 19 avril, dans le ghetto de Varsovie, le peuple juif est debout. Les juifs combattants, tous les juifs du ghetto de Varsovie encore vivants, se battent seuls, armes à la main. À la stupeur du monde qui les a oubliés, les a ignorés, qui les a abandonnés, ils vont tenir tête, avec seulement quelques armes de poing et quelques grenades, à la plus puissante armée du monde, et ce, pendant 3 semaines. Comme Arié Wilner, un des dirigeants de la révolte, le déclara, « Nous ne voulons pas sauver nos vies, personne n'en sortira vivant, nous désirons sauver notre dignité d'homme. »
Le grand poète et résistant lituanien Abba Kovner constate « Pour le peuple, pour les millions de juifs sous la botte allemande, il n'y a pas de salut. On ne peut que sauver l'honneur de notre peuple. » Nous commémorerons ici même, ce 19 avril, dans 2 jours à 18h, sous l'égide de la Commission du souvenir du CRIF, les 80 ans de ce soulèvement désespéré et héroïque. Les plus désespérés, les plus héroïques d'entre eux, ceux de la rue Mila, dans le ghetto de Varsovie, nous ont laissé un héritage. Je souhaite laisser la parole à Marek Edelman, qui fut l'un des 5 chefs de la révolte du ghetto et l'un des très rares survivants. Lors des cérémonies à Varsovie, célébrant les 50 ans de la révolte en 1993, il y a 30 ans, Edelman concluait son discours prophétique par ces mots. « L'Europe se comporte comme ce promeneur du dimanche qui faisait du manège près du mur du ghetto alors que de l'autre côté, des gens mouraient dans les flammes. Indifférence et crime ne font qu'un. C'est pourquoi nous devons nous souvenir de ce manège, de ces flammes et de ces insurgés qui, après toutes ces années, réussiront peut-être à attirer l'attention du monde sur le génocide. Puisse cet avertissement nous protéger de l'échec de la civilisation, de l'humanité, du progrès. Puisse l'homme ne pas détruire son espèce. Puisse le meurtre ne pas devenir titre de gloire. » J'ai voulu vous rappeler cette phrase de Marek Edelman prononcée il y a 30 ans, parce que c'est une phrase toujours d'actualité dans notre Europe, 80 ans plus tard, et nous pensons à l'héroïque peuple ukrainien. Pour revenir à notre cérémonie de ce soir, après que 6 rescapés des camps de la mort et des orphelins de la Shoah, accompagnés de 6 jeunes enfants du Talmud Torah de judaïsme en mouvement, allumeront les 6 bougies du souvenir, en souvenir et à la mémoire des 6 millions de juifs assassinés en Europe, nous écouterons le témoignage de l'un de nos amis rescapés, qui se trouve derrière moi avec une casquette. Beaucoup d'entre vous le connaissent, M. Shlomo Selinger, rescapé de 9 camps successifs et de 2 marches de la mort. Shlomo Selinger est aussi un très grand artiste, un très important sculpteur, lauréat de nombreux prix internationaux. Une partie de son œuvre a été consacrée à honorer les martyrs du peuple juif, ses héros et les justes parmi les nations, notamment avec 4 œuvres magistrales. Le Mémorial national des déportés de France à Drancy, le Mémorial de la Résistance à la Courneuve, le Requiem pour les Juifs d'Allemagne à Bozen, dans la Sarre, et le monument aux justes parmi les nations de Yad Vashem à Jérusalem. Puis, nous entamerons la lecture des noms du convoi 74, où 120 personnalités politiques, diplomatiques, religieuses, associatives, sans ordre protocolaire, ainsi que les membres des familles des déportés du convoi 74, liront les 1200 noms de ce convoi. 6 enfants du Talmud Torah de judaïsme en mouvement débuteront la lecture, suivie par M. Shlomo Selinger, puis comme chaque année par Serge Klarsfeld, en hommage à son travail et à celui des fils et filles des déportés juifs de France, travail inlassable qui a permis de restituer un nom, un souvenir, parfois un visage à chacun de ces déportés. La lecture du convoi 74 sera clôturée par Mme Beat Klarsfeld. Cette cérémonie officielle devrait s'achever vers 20h30. Nous marquerons alors une très courte pause pour permettre à nos invités qui le souhaitent de nous quitter. Et après la lecture de ce convoi numéro 74, et à la fin de cette cérémonie officielle, j'inviterai les lecteurs à se rendre au mémorial des enfants qui se trouve dans l'exposition permanente au sous-sol pour se recueillir devant les visages des enfants dont ils auront lu les noms, puis de se rendre devant le mur des noms qui se trouve de ce côté et de regarder à l'année 1944 et se recueillir des noms devant les noms que vous aurez pu lire. Nous reprendrons ensuite la lecture, et ce de manière ininterrompue, en continuant avec le convoi 75, puis pendant 24 heures jusqu'au convoi 21. Nous lirons sans discontinuer 31 118 noms des déportés juifs de France, et ce jusqu'à demain 19h. Toutes ces lectures auront lieu depuis le parvis du mémorial, sauf les listes 90 et 91 et les convois 1 à 4, qui seront lus à distance dans la nuit, de 1h à 6h30 du matin, par les mouvements de jeunesse juive, à Paris comme en province. Des enfants des collèges et des lycées participeront à ces lectures, comme près de 400 familles qui ont tenu à lire le nom
de leurs proches déportés. L'ensemble de ces lectures sont visibles sur le site internet du Mémorial de la Shoah, comme sur sa page Facebook, ce qui nous a permis de toucher l'année dernière près de 150 000 personnes dans toute la France comme à l'international. Je veux remercier ce soir l'initiateur et le concepteur de cette cérémonie, le rabbin Daniel Farhi de Judaïsme en Mouvement, décédé hélas à l'été 2021. Et je salue ce soir son fils, le rabbin Gabriel Farhi, qui est parmi nous, ainsi que Serge Klarsfeld. Daniel Farhi fut l'auteur de multiples sermons, de réflexions sur la Shoah, rassemblés dans son bouleversement recueil « Lettres aux derniers survivants ». Où que ce soit, quand que ce soit, je serai là avec toi, le dernier survivant, écrit Daniel Farhi, et il poursuit. Je te promets d'être la mémoire de ta mémoire. Je te promets que ce que tu as enduré ne sera pas effacé de la conscience humaine. Je te promets cette ultime justice de ne pas laisser ton nom ni ta souffrance disparaître de l'histoire universelle. C'est cette promesse que nous maintenons ici en ce jour de Yom HaShoah, et je souhaite remercier Judaïsme en Mouvement et tous ses militants qui organisent si bien et de manière si dévouée chaque année, depuis 33 ans, cette lecture de noms ininterrompue. Remercier le mémorial, son président, Éric de Rothschild, son directeur, Jacques Frege, et ses équipes qui nous accueillent. Remercier également le consistoire central et le consistoire de Paris, ses présidents, le grand rabbin de France, pour leur participation active à ce temps d'union des Français juifs. Remercier enfin la Fondation pour la mémoire de la Shoah, son président, son directeur et ses équipes, pour le soutien sans faille à cette cérémonie, et ce, tous les ans. Remercier enfin, et tout particulièrement toutes les équipes de Yom HaShoah, principalement les membres de Judaïsme en Mouvement, qui ont préparé cette lecture ininterrompue et qui vont veiller sans s'arrêter pendant 24 heures à son bon déroulement. Je vous remercie. Je vais laisser maintenant la parole à Shlomo Selinger. Shlomo, si vous voulez me rejoindre. Donc Shlomo va témoigner de son parcours. Je suis né en Pologne, dans une petite ville Stakowa, pas loin d'Auschwitz, dans une famille aisée. Mon père avait son affaire à Katowice qui s'appelait Polskie Włókno. Et tous les matins de Stakowa, il allait à son travail. Et puis la vie a changé quand l'armée allemande a envoyé la Pologne. Tout de suite, le magasin de mon père était spolié à 12 ans, je commençais à travailler. Et aussi, nous avions la communauté juive devait donner des corvées. Donc, à Stakowa, j'étais parmi ceux qui nettoyaient la neige autour de l'abattoir. Et quand très tôt du matin, quand la journée est arrivée, on a mené plusieurs personnes et ont commencé à construire des chapiteaux. Et puis toute la ville était convoquée pour assister. Et donc, moi, j'assistais à côté des pendaisons. Mon moniteur du mouvement de jeunesse sioniste, Aaron Diamant. Et quand on lui mit les cordes autour du cou, j'ai entendu sa prière
Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Et puis, la prière s'arrêtait, aussi la vie d'Aaron et de encore 10 personnes qui étaient là. C'est la première fois que je vis la mort. Et puis après, on est allé pour le ghetto Stakova, on est parti pour le ghetto Kranov. Et la sélection a commencé là j'étais sélectionné par Missy qui devait être gazé aussitôt pour Auschwitz. Mais un policier du ghetto Kranov a crié, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as 17 ans, il m'a sorti. Et comme ça, ma survie a commencé. Et donc, je survécu quand on m'a déporté avec mon père. Ma mère et ma petite sœur s'est échappée encore pour un ghetto de Benjin. De là-bas, elle était envoyée à Auschwitz avec ma petite sœur Rouja. Et moi, j'étais déporté à Faulbrück, en Allemagne. Et tout le reste était envoyé tout de suite à Auschwitz et gazé aussitôt. Donc, j'ai survécu des camps de Faulbrück, de Greiditz, de Markstedt. J'ai survécu de Greiditz, Markstedt, Fünfteichen, de Großrosen, de Flossenburg, de Dresden. Par la deuxième marche de la mort, je suis arrivé à Térésine. J'étais déjà fini et j'étais mis. Déjà, l'armée russe est arrivée et j'étais mis parmi les morts. Et un officier russe, maintenant, qui s'est rendu compte que je ne suis pas tout à fait mort, m'a sorti et s'est acharné pour me rendre la vie et m'a mis à l'hôpital militaire. Et après 2 semaines de soins, je suis sorti de l'hôpital et je me suis retrouvé amnésique pendant 7 ans. Entre-temps, avec les jeunes organisations sionistes, nous voulons aller en Palestine pour créer notre État d'Israël. Et je suis allé par les résistants juifs amenés jusqu'à la Ciotat. Et là, nous avons pris un tout petit bateau en plein avec 700 personnes et pendant 2 semaines, on allait vers la direction des terres d'Israël. Et les Anglais, ils nous empêchaient d'y arriver.
en s'approchant des terres d'Israël, un destroyer nous a abordés et on nous a enfermés dans un camp athlète. Et puis, de là, libéré, je suis allé dans un kibbutz au bord de la mer Morte, où la terre avait 17% de sel. Et nous lavions la terre. Et la terre commençait à revivre. La survie de la terre d'Israël correspondait à ma propre survie. Là, j'ai appris l'hébreu, j'ai appris de me défendre nous avions voulu changer le peuple juif et nous voulons changer le monde. Et puis là, j'ai vécu là jusqu'à la déclaration de l'État d'Israël. Là-dessus, 7 pays arabes, sous influence des Anglais, sont jetés sur nous et nous devions nous défendre. Et donc, le kibbutz Bet Arava où nous avions fait était détruite et nous sommes revenus vers Sodome. Et là, j'étais parmi ceux qui attaquaient la Jordanie, qui, à cette époque, les légions arabes attaquaient Jérusalem et nous voulions alléger la pression dessus. Et je maniais un engin lance-roquettes très primitif qui s'appelait Fiat. À Sodome, il y avait 2 comme ça. Et quand on a reçu l'ordre de tirer, les premières Fiat a explosé et il y avait un mort et des blessés. Donc, toute la munition mais c'est moi qui devais tirer. Et cet engin, il fallait s'approcher 40 et 50 mètres de l'objectif. Donc, tout le feu était contre moi. Autour de moi, il y avait des morts, des blessés, et je n'avais pas une blessure. Et donc, après l'armistice, je suis allé dans un autre kibbutz en Galilée, Cabri, qui est toujours là. Et entre-temps, dans ce kibbutz, jeune kibbutz, l'école des lycées de Haïfa envoyait de temps en temps des jeunes pour aider des jeunes kibbutz. Et parmi ces jeunes, il y avait une jeune fille avec qui je sympathisais.
et je suis allé lui rendre visite à Haïfa. Nous promenons sur le mont Carmel et je lui ai emprunté son petit canif, c'est son portable, et je lui ai fabriqué un tout petit bonhomme. Elle a trouvé ça tellement beau. Donc je suis retourné dans mon kibbutz à Cabri, dans la ministrie du kibbutz, avec les outils des menuisiers. J'ai pris un tronc d'arbre, un miroir, et puis je lui ai fait mon autoportrait. 2 ans après, j'ai reçu le premier prix Amérique-Israël. Et puis, un ami qui est venu de Paris, de l'école des Beaux-Arts, m'a dit qu'à Paris, il y a à l'école des Beaux-Arts, il y a un professeur de sculpture, Marcel Gimon, le meilleur. Et moi, je me suis senti... On va arrêter là parce qu'on va commencer la lecture. Bon, merci. Non, mais... il faut remercier Shlomo. Et grâce aux Beaux-Arts à Paris, vous êtes devenu le sculpteur international formidable. Merci.